Bonjour à tous. L'objectif est de revenir sur l'exercice 3 qui va nous permettre d'essayer de maîtriser le calcul des coûts à travers d'abord la méthode des coûts complets et de pouvoir comparer ces différents calculs de coûts et aussi par la même occasion du résultat analytique à travers cette méthode avec les calculs qui vont être faits à l'issue de la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. L'objectif aussi est à la fin de réaliser la concordance entre les deux résultats obtenus à l'issue des deux méthodes. Alors pour ce qui est du petit 1, je vous demande de calculer les différents coûts ainsi que le résultat analytique à travers la méthode des coûts complets. Donc, on va essayer d'aller un peu rapidement parce que vous êtes censé à ce stade-là maîtriser la méthode des coûts complets. La nouveauté ici, c'est juste que vous avez dans le tableau de répartition des charges en direct, vous avez la répartition entre charges variables et charges fixes. Vous l'avez bien compris dans le petit 1, ça va nous servir à rien, cette répartition. Pourquoi? Parce que notre objectif est de raisonner de manière globale. On est dans la méthode coût complet. C'est-à-dire les charges fixes vont rester les mêmes, elles ne vont pas être influencées. Donc, notre objectif est de calculer notre TRP. Donc, c'est la somme des différentes charges variables et fixes. On va essayer de réaliser notre répartition secondaire, comme vous le voyez ici, dans la partie solution. On répartit le centre auxiliaire administration à travers les clés de répartition que vous avez dans l'énoncé pour trouver bien sûr notre TRS. D'accord? On essaie de calculer le nombre d'unités d'œuvre à travers la nature d'unité d'œuvre que vous avez ici. Ici, il faut faire attention. Donc, j'ai donné dans le centre approvisionnement, vous avez la nature d'unité d'heure, c'est la tonne achetée. Il faut faire attention de ne pas prendre la somme des tonnes consommées que vous avez ici. Sinon, vous allez avoir un chiffre de 90, ce qui est faux. Il faut prendre en considération ce qu'on achète dans la première ligne de l'énoncé. On achète 100 tonnes qui vont être utilisées comme suite. 70 tonnes pour la commande C1 et 20 tonnes pour la commande C2. Il va rester 10 tonnes qui seront utilisées ultérieurement par une autre commande par la suite peut-être. Alors par la suite, le nombre d'unités d'œuvre, le nombre pardon, de main-d'œuvre, c'est la nature de l'unité d'œuvre pour le centre production. Donc il faut tout simplement que je sache combien il y a d'heures de main-d'œuvre entre les deux commandes. Donc je fais la somme des 300 avec les 100 pour les deux commandes. Il ne faut pas raisonner pour la commande C1, c'est ça l'erreur à ne pas faire. Quand on est dans le tableau de répartition des charges indirectes ici que vous avez dans l'énoncé, on raisonne de manière globale, toutes commandes confondues. D'accord? Maintenant, par la suite, on va utiliser ce qui va nous servir dans chaque commande à part, mais ce qui est dans le tableau des charges indirectes, ce sont des charges globales qui concernent tout ce qui a été fait pendant la période concernée par les calculs. Sauf ici, dans le cadre du centre distribution, vous avez compris que ici, dans la distribution, je raisonne juste volet, distribution, vente. Il faut faire attention à ce qui a été distribué pendant cette période. Vous l'avez bien compris que uniquement la commande C1 a été distribuée ou sera destinée à la distribution parce qu'elle est facturée. Par contre, la commande C2 n'est pas encore arrivée au stade final pour être facturée. Cela veut dire qu'elle ne va pas être concernée par les charges indirectes de distribution que vous avez dans le tableau de répartition des charges indirectes. Donc ici, quand je vous dis 100 dirhams de chiffre d'affaires, je vais prendre directement mon chiffre d'affaires qui concerne la commande C1, je vais le diviser par 100. Donc ça me fait 160 000 divisé par 100, ça me donne les 1600 que vous avez ici. Donc il me suffit tout simplement par la suite de calculer mes coûts d'unité d'œuvre en divisant le TRS à chaque fois par le nombre d'unités d'œuvre. Je passe directement à l'étape suivante qui est le coût d'achat. Donc ici, j'ai choisi de raisonner de manière globale. Il y a certains étudiants qui vont raisonner de manière commande. C'est pas faux, c'est également correct. Donc ici, c'est pour cela que j'ai mis entre parenthèses toutes les commandes. Il y a des gens qui vont me mettre ici coût d'achat des matières premières, commande C1. C'est correct aussi. Il faut juste ne pas se tromper. Il faut mettre ici la quantité, bien sûr, consommée dans le cadre de la commande C1, 70, comme ce que j'ai mis ici dans le coût de production. Donc les deux réponses sont correctes. Moi, j'ai choisi ici de raisonner de manière globale. Donc pour toutes les commandes, coût d'achat, quand je dis coût d'achat, c'est pour toutes les matières achetées. Donc je récupère mon coût d'unité d'œuvre ici pour le centre approvisionnement, la charge indirecte, je mets mon prix d'achat que je récupère de l'énoncé et je calcule mon coût d'achat. Je prends directement ce coût d'achat, je l'insère ici, d'accord, pour calculer mon coût de production. Je fais attention de prendre en considération uniquement la quantité consommée dans le cadre de la commande C1, que je ramène du tableau ici. J'ajoute mes charges directes. Donc ici, il faut faire attention pour la charge directe. J'ai dit qu'il y a 300 heures qui sont utilisées de main-d'œuvre pour la commande C1, mais à quel prix? À quel prix? Je vais venir le calculer de cette ligne que vous avez en haut. Les charges directes du premier mois sont force motrice, on a un total de 5 000 dirhams, d'accord? Et pour la main-d'œuvre directe, pour la force motrice, c'est réparti ici. Je vous donne la répartition 3 000 pour C1, 2 000 pour C2, ça vous donne le total de 5 000. Ici, je vous dis que la main-d'œuvre de production, la main-d'œuvre directe, est de 20 000 dirhams pour un total de 400 heures.
Ces 400 heures sont réparties 300 heures pour C1, 100 heures pour C2. Il suffit tout simplement de faire la règle de 3. C'est ce que je vais faire ici, comme vous le voyez, pour trouver les 50 000. C'est là. D'accord? Donc, je divise, comme vous le voyez ici dans la barre formule, je divise mes 20 000 par mes 400. Je trouve combien me coûte une heure. D'accord? Une fois que je trouve combien me coûte une heure, ça me permet de calculer tout simplement, mon coût de production en ajoutant les charges indirectes. D'accord? Alors, par la suite, je vais bien sûr récupérer mon coût d'unité d'œuvre pour la charge indirecte de production, les 140 que j'ai calculé ici dans mon tableau. J'ai les 300 heures qui concernent la commande C1 et je trouve ma charge indirecte pour la commande C1, d'accord, de production. Je passe directement au coût de revient, donc copier-coller de ce que vous avez trouvé ici, d'accord, copier-coller les 134 000, je les récupère directement ici de mon coût de production. J'ajoute, voilà, donc j'ajoute mes charges indirectes de distribution que je récupère également du tableau, les charges indirectes, voilà, très bien. Donc 14,375 ici, donc c'est juste un arrondissement pour que vous le voyez bien. Donc je vais ajouter ma virgule, très bien. Voilà, et donc je peux calculer mon coût de revient. Celui-là, je le retranche du chiffre d'affaires des 160 que vous avez ici dans la facturation pour trouver mon résultat analytique. Donc là, je suis passée vraiment rapidement parce que je sais très bien qu'il n'y a pas de problème dans ce petit 1. Donc dans le petit 2, c'est ça la nouveauté dans notre troisième exercice. Donc la nouveauté, c'est qu'il faut calculer les coûts en utilisant la méthode de l'IRCF. Donc quand on dit IRCF, ça veut dire tout simplement que je vais me focaliser sur les charges fixes. Les charges variables, il n'y aura aucune modification concernant les charges variables. La modification va toucher uniquement les charges fixes. Donc, j'ai mon coefficient. Donc là, je suis obligée de mettre ma ligne coefficient d'imputation rationnelle des charges fixes. J'ai un 100% pour l'administration. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends qu'il n'y aura aucune influence pour le centre administration concernant les charges fixes et aussi pour le centre approvisionnement. Donc ici, je vais calculer mes charges fixes imputées. J'ai un coefficient qui est inférieur à 100%. Cela veut dire que je vais avoir une différence qui est positive. D'accord? C'est un coût de chômage. Et je vais avoir un coefficient supérieur à 100%. Ça veut dire que je vais avoir un coût en moins. Je vais avoir une différence négative. Il s'agit d'un boni de suractivité. Donc, je calcule justement mon TRP. Vous l'avez bien compris ici que le TRP ne change pas. D'accord? Ne change pas pour le centre administration et approvisionnement, il n'y aura aucune influence. Par contre, il y a un changement pour le centre production et distribution. Le même travail va être refait comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je ne vais pas recalculer mes nombres d'unités d'œuvre, je les prends directement du tableau précédent parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'influence. Les natures d'unités d'œuvre sont restées les mêmes. Il y a juste le changement au niveau du calcul de coût d'unité d'œuvre parce que le TRS, il a changé. D'accord? Mais ce changement va se répercuter au niveau uniquement du centre production et distribution et non pas au niveau du centre approvisionnement. Alors pour ce qui est de l'étape suivante, c'est le coût d'achat. Donc, pour le coût d'achat, vous l'avez bien compris, je peux prendre directement le tableau précédent de méthode coût complet, je le copie ici. Copier, coller parce que je sais qu'il n'a pas changé. Bien sûr, il y aura un changement au niveau du coût de production, ici de la commande que vous voyez. Le changement ne va pas influencer le coût d'achat de matières premières consommées, la même chose. Les charges indirectes vont rester les mêmes, que ce soit main-d'œuvre, que ce soit force motrice, mais le changement va se répercuter uniquement au niveau des charges indirectes. Je vais avoir la même quantité d'heures main-d'œuvre, 300, mais le coût unitaire, c'est les 130, d'accord, et non pas les 140 que j'avais auparavant. Et ma charge indirecte va changer. Donc, je recalcule mon coût de production, je le récupère, donc copier-coller ici. Mes charges indirectes de distribution, vous l'avez bien compris, elles ont changé aussi parce que je n'ai plus le même. Donc ici, je vais ajouter la virgule comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, vous voyez le même chiffre que je récupère de mon tableau de répartition des charges indirectes. Voilà. Et bien sûr, les 1600 ne vont pas changer. Bien sûr, mon coût de revient a changé à cause du changement qui a eu lieu au niveau du coût de production et du coût de distribution. D'accord? Et je trouve mon nouveau résultat analytique. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la concordance, justement. La concordance entre les 3800 que j'ai trouvé ici et les 2800 que j'ai
trouvés dans la méthode de coût complet. Je vais utiliser le même tableau de concordance que j'avais utilisé dans le cadre de la concordance entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Je prends mes deux colonnes plus et moins. Donc, je vais démarrer ici à partir du résultat réel, c'est-à-dire résultat coût complet, et je vais arriver au résultat de l'IRCF. C'est-à-dire, c'est comme si j'écris le résultat IRCF en fonction du résultat comptable. D'accord? Donc, il y a des gens qui vont me dire pourquoi ici différence sans plus. Parce que ici, si je la mets ici, plus ou moins différence d'imputation rationnelle, elle est en plus et non pas en moins. Même si cette différence elle est positive ou négative. Ça veut dire que c'est soit plus plus, soit plus moins. Par contre, si vous commencez à partir du résultat de l'IRCF en haut pour arriver en bas au résultat réel, au résultat complet, la différence d'imputation rationnelle doit venir en moins. C'est-à-dire moins, plus ou moins différence d'IR. Si c'est une différence positive, elle va venir dans la colonne moins. Si c'est une différence négative, elle va venir dans la colonne plus. Il faut faire très attention. Donc, à mon avis, essayez de vous focaliser sur une seule méthodologie, comme ça, dans les examens, vous ne vous perturbez pas. Donc, choisissez une des deux méthodes. Donc, à mon avis, essayez de prendre celle-là, c'est la plus simple, c'est de commencer du résultat comptable pour arriver au résultat de l'imputation rationnelle des charges fixes. Il y a des gens qui vont me dire, Madame, d'où est-ce qu'elle vient cette formule plus ou plus ou moins? C'est tout simplement, je vais l'écrire ici entre parenthèses, comment on a calculé la différence d'hier. La différence d'IRCF, on l'a calculé toujours, je vous ai dit, c'est les charges fixes réelles moins les charges fixes imputées. D'accord? Donc, si je veux démarrer, comme c'est le cas ici, je veux démarrer de mon réel pour arriver à l'IRCF, ça veut dire que je vais calculer mes charges fixes imputées en fonction de mes charges fixes réelles. C'est quoi la suite de la formule? Charges fixes imputées, je vais les mettre de l'autre côté, égale charges fixes réelles, et la différence d'imputation va aller de l'autre côté. Donc, moins différence d'IRCF, c'est-à-dire moins plus ou moins, d'accord? C'est-à-dire si j'ai une différence négative, elle va venir en plus. Si j'ai une différence négative, elle va venir en, voilà, négative va venir en plus, positive, elle va venir en moins. C'est-à-dire les signes s'inversent, puisque j'ai le signe moins ici. C'est l'inverse que vous avez ici. Charge fixe imputée égale charge fixe réelle, moins plus ou moins, et non pas plus ou moins. Pourquoi ici ça s'inverse? Parce qu'ici je suis dans des charges et ici je suis dans un résultat. Résultat est toujours calculé produit moins charge, d'accord? Produit moins charge. Ça veut dire si je veux passer de la formule charge à la formule résultat, tous les signes vont être inversés. Comme ce qu'on a fait, si vous vous rappelez bien ici, les gens qui ont suivi avec moi, ce qu'on a fait ici pour le passage de la comptabilité analytique à la comptabilité générale et vice-versa. Quand on est dans la formule charge, on obtient cette formule. Mais quand on bascule à la formule résultat, tous les signes sont inversés. C'est exactement la même chose que ce que vous avez ici. Donc ici, je passe du résultat réel pour obtenir le résultat IRCF. Ça veut dire que je vais avoir l'inverse de la formule des charges. Résultat comptable ou réel égale, plutôt résultat IRCF égale résultat réel, résultat coût complet, plus et non pas moins, plus ou moins différence d'imputation rationnelle. D'accord? Donc ici, je prends mon résultat coût complet, je le ramène tout simplement de ce que j'ai trouvé dans le résultat analytique petit 1. Alors, production, la différence d'hier, 3000. Il y a des gens qui vont me dire, Madame, mais on n'a pas dans le tableau de l'imputation, le tableau de répartition des charges indirectes, pardon, on n'a pas 3000. Mais on a, où est-ce qu'elle est? Elle est là. On a 4000, si vous voyez bien. Alors, d'où est-ce que j'ai ramené les 3000? Alors, tout simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, le tableau de répartition des charges indirectes, c'est un tableau global qui concerne toutes les commandes. Surtout ici, pour le centre de production, on n'a pas produit uniquement la commande C1. On est en cours de production de la commande également C2. D'accord? La commande C2. Ça veut dire que les charges indirectes que vous avez ici de 46 000, ça concerne et la commande C1 et la commande C2. Ça veut dire que les 4 000 de différence d'imputation rationnelle, il y a une différence d'imputation rationnelle qui concerne la commande C1 et il y a une différence d'imputation rationnelle qui concerne la commande C2. D'accord? Donc maintenant, comment je vais constater cette différence qui concerne uniquement la commande C1? Puisque nous, si vous l'avez bien compris, le résultat que vous avez ici dans les 2800 qu'on a obtenu,
et dans les 3800 qu'on a obtenus dans l'imputation rationnelle, c'est le résultat de quelle commande? Uniquement la commande C1. Ça veut dire le résultat, que ce soit celui-là ou celui-là, il a pris en considération uniquement les charges indirectes de la commande C1. Ça veut dire que la différence qui va venir entre les deux résultats, c'est juste la différence d'imputation rationnelle des charges fixes entre la commande C1 méthode coût complet et la commande C1 imputation rationnelle des charges fixes. Concernant le volet production, où est-ce que je vais ramener cette différence? La production, la production. Donc, je vais aller me focaliser sur le tableau du coût de production. Ce sont les charges indirectes. Donc ici, je raisonne de manière globale. Charge indirecte, soit fixe ou variable. Je sais que le variable n'a pas changé. Ça veut dire que la différence entre charge indirecte, méthode coût complet, c'est-à-dire réel, moins les charges indirectes, méthode IRCF, cette différence, c'est la différence entre les charges fixes, puisque le variable n'a pas changé. Cette différence, c'est justement la différence d'hier concernant le volet production. Donc, je vais l'ajouter ici concernant uniquement la commande C1. D'accord? Donc, c'est ce que vous avez ici, c'est tout simplement les 42 000 moins les 39 000. Alors, pour ce qui est des 2000 ici, on a une différence négative. Vous allez me dire, madame, mais pourquoi vous avez pris les 2000 directement du tableau ici? Oui, je l'ai pris directement. Je peux le prendre directement. Il y a des gens qui vont le prendre directement, qui, comme par coïncidence, ils vont tomber sur le même résultat. C'est correct ici de le prendre directement, mais moi, je n'ai pas choisi dans mon tableau de le prendre directement, même si j'aurais pu. Alors, ici, pourquoi on tombe sur le même chiffre? Voilà, je vais vous montrer comment je l'ai calculé. Je l'ai calculé en faisant la même chose que ce que j'ai fait avec la production. C'est la distribution concernant la commande 1. Je vais le récupérer de mes charges indirectes de distribution méthode coût complet, le réel, moins, ici, si vous voyez en bas, pardon, si vous voyez en bas, dans le dernier tableau en bas, moins l'imputation rationnelle. D'accord? Les charges indirectes de distribution. Ici, qu'est-ce que je vous ai dit au début? Je vous ai dit que la distribution concerne uniquement la commande C1. Ici, pour le centre distribution, il n'y a pas les deux commandes C1 et C2. Les charges indirectes ici de distribution, qui sont d'un total de 22 000, concernent totalement la commande C1. C'est elle qui va être distribuée. La commande C2 est toujours en cours. Elle n'est pas arrivée au stade de distribution. Elle est toujours dans la phase productive. Donc, les 22 000 de charges concernent totalement, plutôt pas 22 000, pardon, les charges indirectes de 25 000, avec bien sûr l'administration. Les 25 000 concernent totalement la commande C1. C'est pour cela que je peux prendre directement ces différences d'imputation rationnelle qui est là, concernant la commande C2, parce que je sais que ça concerne que la commande C1. Donc, distribution, je peux ajouter ici commande C1, d'accord? Que je peux récupérer directement soit du tableau, c'est correct, soit je mets la même chose que ce que je viens de vous montrer. Donc, quand je fais 2800 plus 3000 moins 2000, ça me donne effectivement les 3800 que je viens de trouver ici dans mon résultat analytique pour la commande C1 concernant la méthode de l'IRCR. Alors, pour la suite, vous avez l'exercice 4, c'est exactement la même logique. Si vous avez bien compris ce que j'ai fait ici dans la concordance, c'est exactement la même logique que l'exercice 3. L'exercice 4 des solaires, donc il faut faire attention dans la concordance, faire attention, et je l'ai mis comme nota bene dans la plateforme, je vous ai mis, il faut faire attention à la quantité vendue, c'est-à-dire au coût de production vendu quand vous faites la concordance, parce que le résultat analytique que vous êtes en train de rapprocher entre la méthode coût complet et méthode de l'IRCF, c'est un résultat concernant la quantité vendue de solaire et non pas la quantité produite. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager avec moi au niveau des commentaires.